Et voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Salut tout le monde dans le chat. Et voilà, c'est encore un lundi. On se retrouve. Alors l'horaire a un petit peu changé, effectivement. Je vous le rappellerai tout au long de la semaine. Mais on passe à un horaire qui vous permet de rentrer du couvre-feu, d'avoir le temps de poser les affaires et de poser les chaussures avant de vous mettre devant l'ordinateur. Donc c'est pour ça qu'on a décalé les horaires. Et maintenant, tous nos rendez-vous de la semaine se passeront à 18h30 au lieu de 18h pour avoir le temps de pouvoir regarder tout ça en arrivant à la maison. Voilà. On se retrouve donc pour notre rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle Astronomer at Home, dans lequel nous recevons chaque semaine un ou une invitée scientifique qui va nous partager sa recherche et sa passion pour le ciel et l'univers comme nous. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Catherine Nguyen, qui est doctorante au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'Université de Paris. Voilà, bonjour Catherine. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc toi ça va, pas de problème pour rentrer à la maison, pour le Non. confinement, non, t'es prête? Oui, c'est bon, j'étais prête. Je suis en télétravail, donc ça va. Ok, d'accord. Dans le chat, on a nos habitués à qui je vais dire bonjour. Donc salut Max, Framini, Lorraine, Péborel, Absan, Lance Liog, Poupoule, Mélilu, Jeannebot, Superdame, Général Lee, Max Astro et Geekmat. Voilà, on a tout le monde. Les autres vont certainement arriver petit à petit au cours de la soirée. Voilà, Clepsydre, voilà, qui arrive aussi. Salut à toi. Et puis nous, on va démarrer. On va démarrer donc avec un sujet, alors j'allais dire un nouveau sujet. C'est un sujet dont on a déjà parlé dans d'autres rendez-vous comme celui-ci, mais évidemment, vous le savez, un seul thème, il suffit pas d'une seule personne pour pouvoir dévoiler l'infini alors j'allais dire complexité, pas forcément, mais diversité qu'il y a dans tous ces sujets de recherche. Et là, on va voir un nouveau point de vue sur cette thématique passionnante qui est les ondes gravitationnelles. Du coup, avant qu'on aborde un peu plus ce sujet, si tu veux bien, Catherine, comme d'habitude, je te laisse te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, nous dire comment tu t'es retrouvé ici, et puis ensuite, on va parler de plus en plus précisément de ton sujet de thèse à toi. Donc moi, j'ai fait les classes préparatoires d'abord en physique chimie, maths, physique chimie. Ensuite, j'ai intégré une école d'optique, donc Institut d'optique Graduate School, qui est spécialisée dans tout ce qui est optique, photonique, laser. Donc, je me suis éclatée à faire de la physique fondamentale, de l'optique instrumentale, un peu de tout. Et puis, à la fin de mon diplôme, j'ai vu, en fait, c'est quelqu'un de mon école qui a envoyé une offre d'emploi, qui était un poste d'ingénieur de recherche pour travailler sur le projet spatial LISA. Donc, c'est un détecteur d'ondes gravitationnelles ce sera le premier détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial parce que j'avais étudié le détecteur Virgo. Je me souviens dans un de mes TP, un de mes TD d'optique physique et j'avais trouvé ça trop génial et j'ai vu cette offre-là et du coup, j'ai postulé. Et donc, j'ai travaillé pendant presque 2 ans sur cette mission spatiale, donc LISA. Donc, c'était des simulations optiques pour estimer en gros la lumière diffusée. Donc, le projet spatial est encore à ses débuts. Quand je suis arrivée, il venait d'être accepté par, je crois, l'ESA. Donc, c'est un projet large de l'ESA. Et ensuite, après 2 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire une thèse. Donc, j'ai demandé à une de mes chefs, j'ai envie de faire une thèse. Elle m'a présenté à mon directeur de thèse en me disant, lui, il est bien, il encadre bien. Puis on va sur les ondes gravitationnelles, c'est sur Virgo. Et il m'a présenté le sujet. C'était de la belle physique, de l'optique quantique, de l'instrumentation, parce que moi, ça me manquait quand même de faire des manips. Et donc, c'est comme ça que j'ai postulé à mon sujet de thèse. Et là, j'en suis à ma 3e année. Donc, je travaille sur le détecteur d'ondes gravitationnelles Virgo, qui est le détecteur européen qui se trouve près de Pise, à Cachina. D'accord. Alors, on a d'autres personnes qui viennent d'arriver, donc bonjour à tous, bienvenue. Euh,
Alors juste une petite question parce que je trouve ça passionnant. Tu disais que ça te manquait, c'est parce que le premier travail que tu faisais sur Lisa, c'était plutôt de la simulation, c'est ça? Mais il n'y avait pas trop d'expérimental et il te manquait ce côté expérimental, c'est ça? C'est vrai que, en fait, normalement, il devrait y avoir un peu plus de l'expérimental après, mais c'était des simulations très compliquées et la lumière diffusée, en fait, c'est un sujet assez très compliqué à mettre en place en expérimentation. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de simulations, mais du coup, j'ai développé une compétence qui était recherchée. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est recherché et que c'était assez important. Donc, j'en fais aussi durant ma thèse. Donc, D'accord. Euh, et une autre question que je voudrais te poser, parce que c'est vrai que on en parle souvent entre, voilà, entre scientifiques, entre physiciens, physiciennes, mais c'est vrai que la réponse, et c'est ça que je trouve très drôle, la réponse est toujours différente d'une personne à l'autre. Donc toi, tu disais que dans ton projet de thèse, il y avait de la belle physique. Alors qu'est-ce que c'est pour toi de la belle physique? C'est quoi de la belle physique? euh, bah, Ou alors c'est quoi de la physique moche du coup? C'est non, il n'y a pas de la physique moche. Mais non, pour moi, la belle physique, c'était de la physique un peu compliquée avec de la physique fondamentale, tout ce qui est. Oui, c'est la physique fondamentale. de la On physique doit. fondamentale. D'accord. Ouais, c'est plus. Ah, ouais, c'est pas. Parce que c'est vrai que un peu de la même manière que des artistes vont trouver des belles peintures, mais ce sera différent d'un artiste à l'autre, ou des belles, la belle sculpture. C'est vrai que la belle physique, tout le monde parle de belle physique, tout le monde est content quand il la trouve, mais en fait c'est jamais la même. Je trouve ça toujours très très sympa. C'est subjectif, oui. Ouais, c'est ça, y est, c'est le petit côté artistique, le petit côté Oui. subjectif du physicien. D'accord. Alors, j'ai déjà une première question là de General Lee. Tu parlais donc de Virgo. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler globalement ce que c'est que le projet Virgo, en quoi il consiste, où est-ce qu'il se trouve? Et puis, du coup, la première question de General Lee, c'est est-ce que tu es déjà allé dans le détecteur Virgo? Est-ce que tu es déjà allé en Italie sur le site de l'expérience? Voilà. Est-ce que je réexplique un peu Oui, ben le on peut réexpliquer. géométrie? Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux mettre l'image? Je crois que c'est interformat, mais le simple. Alors, Je peux te chercher le nom. c'est celui-ci, c'est ça? Celle avec l'image des Non, deux bras? il y a un schéma. Ça, c'est. Bah, Ah, du coup, je peux garder ça. Ça, allez, c'est ok. Virgo. Ok, attends, Voilà, attends, je te remets la vue aérienne. Voilà. Tu l'as avec un petit peu de retard par rapport à moi. d'accord. Donc, ça, c'est l'interformate qui se trouve à Cascina, donc pas très loin de Pise. Donc, ça, c'est le projet européen. Donc, donc, les ondes gravitationnelles, c'est quoi déjà? On va peut-être commencer par ça. Donc, donc les ondes gravitationnelles, ça a été prédit par Einstein en 1916 dans sa théorie de la relativité générale. Et en fait, il a réinterprété les forces de gravitation de Newton en disant qu'en fait, quand on avait deux masses qui accélèrent, ça produisait, en fait, ça déformait la courbure de l'espace-temps. Peut-être que tu peux mettre l'animation où on voit deux trous noirs Tout qui à fait. tournent. En fait, c'est pas forcément les ondes gravitationnelles sont pas forcément créées avec des objets astrophysiques. En fait, on peut créer ça avec des barres de fer, des choses comme ça. Mais en fait, ces événements-là, en fait, c'est les seuls qui sont assez qui produisent Puissant. assez de puissants, voilà, pour que on puisse nous les détecter. On les a détectés qu'en 2015, donc c'était déjà très très dur. Donc en fait, ces ondes-là, en fait, donc prenons par exemple un cercle de particules. En fait, quand elles vont arriver vers nous, elles vont déformer comme ça. Donc ça va contracter dans un sens. Donc il y a plein de sens où voilà. Donc ça c'est la matière. Et en fait, pour quantifier un peu cette déformation, en fait, on a un paramètre qui est H. Donc c'est la déformation relative, donc de combien elle déforme sur la longueur totale. Donc en fait, ces événements astrophysiques-là, donc
Donc l'un des plus gros événements très violents de l'univers, c'est la fusion de deux trous noirs, la fusion d'étoiles à neutrons. Ça produit un H, comme je vous ai dit, de 10 puissance moins 21 environ, 10 puissance moins 23. C'est-à-dire que ça déforme de la taille d'un atome sur la distance Terre-Soleil. Donc c'est rien du tout, mais rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de chercher dans l'astrophysique des preuves de l'existence de ces ondes gravitationnelles. D'accord. Et donc en fait, l'interférométrie, donc c'est la technique qui est utilisée actuellement pour la détection directe des ondes gravitationnelles. Je vous dis direct parce qu'en fait, il y a eu déjà une détection indirecte des ondes gravitationnelles par Hulse et Taylor. Donc ça, c'était par rapport à c'est des observations d'étoiles à neutrons qui perdent de l'énergie. Mais pour détecter les ondes gravitationnelles directement, la seule technique actuellement, c'est l'interférométrie. Et du coup, alors, du coup, hein, si je rappelle, donc les ondes gravitationnelles, c'est juste donc le fait que le tissu même de l'espace et du temps va être légèrement élastique. Et donc, quand une onde gravitationnelle est générée, c'est l'espace lui-même qui va s'étirer et se déformer, comme ça, un peu comme un drap. Et donc, quand cette déformation arrive sur Terre, nous, on prend une règle et on regarde si cette règle se déforme de la taille d'un atome, voire moins, de la taille d'un noyau d'atome. C'est ça? Je crois que c'est 1 milliard de fois la taille d'un atome, quelque chose comme ça. Donc C'est c'est vrai que c'est quelque chose qui, a priori, paraît totalement impossible à mesurer. Et la règle pour nous, c'est la vitesse de la lumière, vu que la vitesse de la lumière, elle ne change pas, c'est la règle fondamentale en physique. C'est pour ça qu'on utilise l'interférométrie. Et je ne sais plus comment je l'appelais, parce que j'ai un schéma de l'interféromètre. Oui, je l'ai. Je vais te le mettre. C'est ça. Voilà, là, on rentre dans le dur, vraiment. Je t'avais donné, je pense qu'il y a un plus simple. Celui-là, il s'appelle interféromètre plus compliqué. Oui. Il y en a un qui s'appelle. Ah mince, peut-être que je ne l'ai pas mis. Non, je crois que j'ai rien de plus. Mais après, on peut expliquer le principe sans forcément rentrer dans tous les détails. Donc en fait, on a un laser. Donc là, écrit 100 watts, mais je sais pas. Le laser, il est à gauche de l'image. Voilà. Et il arrive sur une lame séparatrice, donc c'est l'ABS. Et en fait, la lumière est à 50% transmise et à 50% réfléchie. Donc, au bout de ces, on appelle ça des bras, donc un bras à droite, un bras vers le haut, on a des miroirs. Donc, ces faisceaux reviennent à cette BS, donc cette lame semi-réfléchissante, et redescendent vers le bas, là, que vous voyez, et elles se recombinent. Et en fait, c'est selon le trajet que fait la lumière entre le bras à droite, vers la droite, et le bras d'en haut, à la fin, en fait, on va avoir une certaine figure. On appelle ça une figure d'interférence. Et en fait, si l'un des bras, par exemple, est un peu plus long que l'autre bras, la figure d'interférence va être différente. Et en fait, cette interférométrie, ça permet de mesurer des différences de chemin optique entre les deux bras. Ça permet de mesurer avec une très très haute précision cette différence de chemin entre les deux bras. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, les bras la photo qu'on voit, c'est Virgo. Et les bras de Virgo, ils font 3 km. Parce que ce que j'avais dit, c'est que pour quantifier les ondes gravitationnelles, donc là, le tube bleu, c'est un bras un laser qui est transmis, un laser qui est réfléchi par la lame semi-réfléchissante. Et donc, la quantité qui était importante pour les ondes gravitationnelles, c'est cette déformation relative, le delta L sur L, donc la déformation divisée par la longueur totale. Donc, plus le bras est long, et plus on aura juste à mesurer une déformation un peu plus grande. C'est-à-dire plus le bras est grand et plus ça sera sensible en fait. Oui, voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que le schéma est un peu plus compliqué. En fait, on n'a pas que le schéma tout à l'heure compliqué. On avait eu d'autres cavités. En fait, il y a encore un autre miroir parce qu'en fait, entre ces bras-là, c'est encore plus compliqué. Entre ces cavités, donc là, on voit par exemple à droite NI, NE. En fait, c'est deux miroirs et en fait, la lumière va faire plusieurs allers-retours. Donc en fait,
Ça Oui, démultiplie la longueur virtuelle voilà, du bras, en fait. C'est comme si c'est on faisait n fois 3 kilomètres. c'est ça. Donc D'accord, du coup, ça permet pour nous d'avoir, de faciliter un peu le travail. d'accord. Mais il y a des techniques comme ça et c'est encore un peu plus, donc c'est un peu en gros, c'est Le le principe. travail, le principe. Et donc oui, je suis déjà allée à Virgo. En fait, durant 1 an et demi, j'y suis allée, 2 semaines par mois, un peu à peu près. Donc parce qu'en fait, sur, le travail que je faisais, donc là, c'est par exemple un des bras, j'avais une salle blanche qui était à la moitié du bras. Donc tous les jours, je faisais, en voiture 1,5 kilomètres. J'allais en salle blanche, la blouse, du coup, en fait, une salle blanche, c'est une salle qui est contrôlée qui est contrôlée en nombre de particules, contrôler, il y a une ventilation, enfin, c'est pour que, en fait, les optiques, elles soient propres. Donc, c'est pour ça qu'on doit aussi s'habiller pour pas. Donc, c'est pas bien d'être dernier sur les optiques, par exemple, mais c'est pour ça que je suis allée travailler dessus et c'est assez intéressant parce que du coup, on voit un travail de collaboration avec des ingénieurs, des personnes qui sont en salle de contrôle. Je crois que j'ai mis une photo control room. Donc, il y a des personnes qui sont au centre. Donc, au centre, c'est là où il y a à peu près la lame semi-réfléchissante que je vous avais dit, c'est à peu près là. Et il y a des gens qui sont là, qui observent, qui sont là toute la journée à regarder des écrans, des paramètres pour voir ce qui se passe. Parce que du coup, l'interféromètre, c'est très, très compliqué à régler. Il y a une zone, Appli, c'est une zone sismique, façon près de la mer. Donc, il y a aussi un petit voyant rouge qui s'allume quand la mer devient trop, les vagues deviennent trop fortes et que ça peut mettre en péril un peu la marche de l'instrument. Donc, Parce qu'on est d'accord que du coup, ton instrument est, enfin ton instrument, on va dire que c'est ton instrument ce soir, ton instrument est tellement sensible que simplement la houle ou les vagues peuvent perturber, les vibrations de l'océan peuvent perturber les mesures de l'instrument. c'est ça, les vibrations sismiques, je pense qu'ils peuvent détecter peut-être une petite crevette dans la mer à côté. Enfin, tout peut perdurer. C'est pour ça que c'était intéressant aussi pour eux d'envoyer un observateur dans l'espace parce que du coup, ça va réduire les bruits dans la zone des basses fréquences et du coup, ils vont pouvoir observer d'autres choses. Et donc, c'est pour ça que pour un tel instrument, il est important de faire un budget de bruit, on appelle ça, et de voir tous les bruits, déterminer vraiment précisément quelles sont les caractéristiques de tous les bruits qui vont gêner cette mesure. Et quand on connaît parfaitement le bruit, on peut les soustraire et, euh, et les enlever du signal qui pourrait être un signal d'onde gravitationnelle. D'accord. Là, on a déjà quelques personnes qui ont posé des questions, donc je vais t'en poser quelques-unes, hein. Question assez générale au départ. On a Polo qui demande, du coup, bah, on parle de vitesse, hein, de vitesse de la lumière, de vitesse, et justement, il te demande quelle est la vitesse des ondes gravitationnelles. À quelle vitesse ces ondes se déplacent dans l'univers? Donc, dans la théorie d'Einstein, les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière. Et ce qui a été fou quand on a eu un événement, l'événement du 17 août 2017, qui a été l'événement fondateur, on appelle ça de l'ère de l'astronomie multimessagère. C'est qu'on a eu la détection d'une onde gravitationnelle venant de la fusion de deux trous noirs. Je pense qu'il y a une vidéo où je t'avais dit qu'il y avait du son. En fait, c'est Oui, cet événement-là dont je parle. on Donc, en voit, fait, ouais. c'était la fois où il y avait 3 détecteurs en marche. Bon, j'ai oublié de dire, par exemple, désolée, qu'il y a 2 détecteurs d'ondes gravitationnelles aux États-Unis, Hanford et Livingston, et un à Virgo en Europe. Donc là, c'était l'une des premières fois où les 3 détecteurs observaient ensemble. Parce qu'en fait, la première détection d'ondes gravitationnelles a été faite par les détecteurs américains en 2015. À l'époque, Virgo n'était pas, ne marchait pas, même s'ils ont commencé en même temps, à peu près. Donc là, cette fois-ci, comme ils avaient 3 détecteurs, ils avaient une précision pour localiser l'événement encore beaucoup plus grande. Et du coup, ils ont pu dire, là, on a détecté dans cette partie du ciel-là, donc cette galaxie-là, des ondes gravitationnelles. Et du coup, à peu près 60 observateurs dans le monde ont dirigé leur télescope optique vers cette région-là. Ils ont aussi observé avec le télescope de la NASA Fermi un sursaut
de, De lumière. de gamma, ouais. Et en fait, avec ce télescope-là, ils ont retrouvé tout le spectre optique de la lumière. Et en fait, du coup, il y avait un décalage entre la détection d'ondes gravitationnelles de 6 secondes, je crois à peu près, ou quelques secondes, entre les ondes gravitationnelles et le spectre électromagnétique. Donc, du coup, ça prouve aussi que ça voyage à la vitesse de la lumière. Et D'accord. C'est-à-dire que finalement, C'est-à-dire que ces quelques secondes de décalage ne viennent pas du fait que les ondes gravitationnelles les ondes gravitationnelles, on va pas arrêter de manger ce mot toute la soirée, vont plus vite que la lumière, mais que le phénomène qui crée l'onde gravitationnelle peut être légèrement différent du phénomène qui crée la lumière, qui elle peut sortir de la fusion des deux astres quelques secondes plus tard par rapport à l'événement gravitationnel. C'est des éléments physiques qui vont faire ce décalage entre l'arrivée de la lumière et l'arrivée des ondes gravitationnelles, mais c'est pas le fait que les unes ou les autres vont plus vite. donc du coup, cette explication-là, on m'avait dit que c'était compliqué, je me souviens plus pourquoi il y a eu ce décalage-là, Ok. mais je sais que c'était pas trop important ce décalage-là et ça, c'était une preuve, et notamment par exemple pour le spectre la détection de tout le spectre électromagnétique. Et pardon, c'était pas deux trous noirs, c'était la première détection de deux étoiles à neutrons. Deux étoiles à neutrons, oui, tout à fait. Donc, et c'était la toute première détection directe aussi par les détecteurs d'ondes gravitationnelles terrestres. Et en fait, ça prouvait, le fait d'avoir détecté tout le spectre électromagnétique, ça prouvait que les éléments lourds, en fait, de l'or, le plomb, ça provenait en fait de la fusion de deux étoiles à neutrons, donc l'existence de ces métaux-là. Donc il y a eu beaucoup de papiers scientifiques qui sont sortis sur cet événement-là parce que c'était complètement incroyable. Et du coup aussi, je pense qu'ils n'avaient pas observé, ils n'avaient jamais observé des sursauts de gamma. Et là, du coup, ils ont l'origine des sursauts gamma aussi grâce à cet événement-là. D'accord. Donc c'était un événement incroyable pour l'astronomie. Et c'est ce que dit Général Lee, c'est une belle collaboration de toute la communauté scientifique, puisque là, on va détecter simultanément à la fois des ondes gravitationnelles, à la fois de la lumière, à la fois des rayons gamma, et en fait, c'est effectivement le monde entier qui finalement met tous ces instruments au service de l'observation du même objet au même moment, ce qui est quand même extraordinairement complexe à organiser. Oui, déjà dans notre collaboration, par exemple la collaboration Virgo, il y a 500 personnes donc, ou 500 auteurs, enfin, on est pas mal. Et puis après, la collaboration Virgo travaille en étroite collaboration évidemment avec la collaboration LIGO qui est aux États-Unis. Donc ça fait c'est énormément de monde et dans Virgo, il y a pas mal de pays européens qui travaillent ensemble. Donc c'est D'accord. assez incroyable. D'accord. On m'a demandé de désactiver le son de la vidéo. Donc là, je l'ai enlevé parce il était peut-être un petit peu fort. Donc c'était le bruit du chirp en fait, c'est parce que du coup quand deux trous noirs par exemple, là c'était deux étoiles à neutrons tournent, ils tournent de plus en plus vite, donc la fréquence de l'onde augmente, l'amplitude augmente. Donc en fait c'est pour ça il y a un petit chirp, c'est à la fin quand ils fusionnent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ce signal-là. Donc, c'est le signal caractéristique de l'onde gravitationnelle, de la fusion de deux astres. On est d'accord que ces deux pulsars, quand ils fusionnent, ils font pas un cuicui. Hein, c'est juste nous qui transformons en son le signal que l'on matérialise de manière électronique sur l'écran. Mais c'est pas un vrai son qui a voyagé dans l'espace. Oui, c'est juste une interprétation Ça, ça, audio. D'accord, ça marche. Alors, je vais revenir sur les questions, parce qu'il y en a quelques-unes qui commencent à tomber là, des questions qui d'ailleurs sont très intéressantes et que je pense tu vas aimer. D'abord, un petit bonjour particulier à Anna Boé, qui se trouve ici et qui travaille aussi sur les pulsars, qui est aussi doctorante, donc peut-être qu'on aura l'occasion de la voir un jour pour qu'elle nous parle aussi des étoiles à neutrons. Qui sait, pourquoi pas. Alors, une question de Marty Watch. Attention, qui disait Péborel qui disait: j'ai entendu une fois un spécialiste dire que ce qu'on observait réellement dans Virgo, c'était la fluctuation de l'indice de réfraction du vide. Est-ce que tu peux m'éclairer sur cette notion?
Donc est-ce que le vide et les fluctuations quantiques du vide jouent d'une manière ou d'une autre? Déjà, qu'est-ce que c'est que ces fluctuations? Est-ce que ça joue à quelque chose? Et puis, justement, donc Marty Watch qui parlait d'indice de réfraction. Voilà. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le système et parler de tout ça? Quels sont les différents problèmes qu'on va avoir? Parce qu'il y a de l'optique, d'accord, mais ce laser, tu dois quand même le mettre dans des conditions qui sont relativement parfaites. Pourquoi est-ce que tu dois le mettre dans des conditions parfaites? Et quelles sont toutes ces fluctuations que l'on a et que l'on veut éliminer avant de pouvoir observer ce vrai signal? Non. Pour cela, alors il y a tellement de de Il y a beaucoup de choses. mais pour la fluctuation du vide, je peux en parler parce que c'est mon sujet de thèse à peu près. Donc, mais par contre, je vois pas trop ce que c'est la fluctuation de l'indice de réfraction du vide. Donc, je vais essayer de parler des fluctuations du vide. Mais déjà, de manière générale, qu'est-ce qui peut dégrader ce signal-là? Donc déjà, quand on envoie un laser, s'il y a de la poussière, en fait, ça va créer, par exemple, de la lumière diffusée ou des choses comme ça. Donc, il faut travailler sous vide. Les miroirs ne sont pas parfaits. Ceux qui renvoient la lumière vers la lame semi-réfléchissante dont j'avais parlé, ils ne sont pas parfaits. Donc, ils peuvent avoir des micro-rugosités, enfin, des choses comme ça. Donc, il y a ça aussi qui va pas faire que la lumière ne va pas suivre le chemin qu'on lui a dit, qu'on avait prévu, par exemple. Il y a aussi le côté thermique, parce que du coup, on envoie un laser. Là, bon, avant les récentes upgrades, le laser était à peu près à 25 watts, mais après, il rentre dans des cavités et en fait, il devient encore beaucoup plus puissant. Donc, il arrive sur des miroirs, il va chauffer les miroirs et il va aussi les faire bouger. Il va faire bouger les atomes des miroirs. Enfin, il y a ça aussi qui rentre en compte. Donc, on a le problème thermique. On a le problème sismique. Il faut que ces miroirs-là, du coup, soient isolés sismiquement, parce que du coup, si le sol bouge, les miroirs bougent, le faisceau laser va bouger aussi, et ça va pas revenir sur la lame comme on veut. Il y a tellement de choses. C'est, Et il c'est- y a, on a en image ici un atténuateur, hein, c'est ça? oui, alors là, par exemple, c'est le système qui s'appelle le super atténuateur. Et donc là, la manip, là, c'est une manip qu'ils ont mis en place au Palais de la Découverte. Donc, ils attachent un poids donc, simplement sur des fils. Ensuite, il y a la manière de l'attacher avec avec un fil beaucoup plus long ou attacher un autre poids et empiler d'autres fils mécaniques, en fait, jusqu'à attacher le miroir à la fin. En fait, à la fin, c'est le miroir dont je parle, qui est à 3 km, qui va renvoyer le faisceau. Et donc, en fait, si la manip, c'est de bouger le système et en fait, on se rend compte qu'en fait, si on attache plusieurs poids avant d'attacher le miroir final, le miroir est moins affecté par les vibrations sismiques. Donc ça, c'est par D'accord. exemple un système pour réduire le bruit sismique des... Et le dessin à droite, c'est le vrai amortisseur qui est utilisé dans Virgo, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ça a été coupé, mais en bas, en fait, c'est le miroir. Et donc, c'est plusieurs étages de filtres mécaniques. Donc, ça, par exemple, c'est ce qu'ils font pour réduire le bruit sismique. D'accord. Donc on a les bruits qui sont dus au mouvement sismique et aux camions qui roulent sur la route et aux gens qui marchent et qui éternuent. On a du mouvement, donc du bruit qui va être dû au laser lui-même, qui va chauffer, pousser, faire vibrer et faire bouger les miroirs. On a les problèmes liés au fait que le laser ne doit pas interagir avec des molécules d'atmosphère, donc il est dans le vide. Du coup, quand on a protégé tout ce système-là, est-ce que du coup, on a des conditions qui sont parfaites ou est-ce qu'on a encore des problèmes? Alors, il y a encore le bruit quantique. Alors, qu'est-ce que Donc, c'est que le bruit quantique? le bruit quantique, ça vient de la nature quantique de la lumière. Mais en disant ça, ça nous avance pas trop. Et en fait, il y a en mécanique quantique le principe d'Heisenberg qui dit qu'on ne peut pas à la fois connaître précisément à la fois la phase, enfin la vitesse de la lumière et à la fois
l'amplitude. C'est-à-dire, par exemple, je pense, je sais pas, j'ai une image comme ça, si le photon, donc on peut pas savoir à la fois si le photon, à quelle vitesse il tape le miroir, à quelle force il tape le miroir et à quelle vitesse il le tape. Et en fait, à cause de ce principe d'incertitude d'Heisenberg, ça nous crée ce bruit quantique qui se manifeste si on voit ça de manière macroscopiquement sur le détecteur, c'est le fait qu'on ne sait pas avec quelle force les photons vont taper sur les miroirs. Donc le miroir va bouger. On ne sait pas quelle force ça va taper sur le miroir, donc ça va bouger les miroirs. Et on ne sait pas à quel moment exactement les photons vont arriver sur le détecteur. Donc c'est le signal qui revient sur le détecteur à la fin. Donc on a cette incertitude sur ces deux plans-là. Et Et ça en se, fait, c'est un... ça se traduit en quoi sur la mesure, du coup, cette incertitude? Alors, donc, dans les basses fréquences, on appelle ça la pression de radiation. Donc, c'est ce que je vais parler sur les miroirs, la force sur laquelle les miroirs bougent. Et dans les hautes fréquences, donc c'est en fait, donc on a une bande de fréquences où on peut détecter les ondes gravitationnelles. Donc, dans les hautes fréquences, donc c'est à peu près au-dessus de 1 kHz, il me semble. Au-dessus d'un kilohertz, ça s'appelle le shot noise, qui est assez connu en électronique, c'est le bruit de grenaille, on appelle ça le bruit de grenaille. Donc c'est à cause du fait qu'on ne sait pas exactement le temps d'arrivée des photons sur le détecteur. Et du coup, ça, c'est donc lié à la nature même des objets que tu utilises, c'est-à-dire les grains de lumière, c'est-à-dire les photons. Du coup, est-ce qu'il y a un moyen d'aller au-delà de ça, d'enlever ce bruit, ou ça, c'est lié à la nature de l'univers et on peut pas s'en affranchir? Alors déjà, en fait, pour cette lumière, alors pour revenir aux fluctuations du vide, en fait, en 1980, il y a Monsieur Caves qui a analysé en fait l'origine du bruit quantique dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et en fait, c'est pas à cause des lasers. Il s'est rendu compte qu'en fait, il y a des fluctuations du vide qui rentrent par la lame semi-réfléchissante là, qui permet de diviser la lumière. Et en fait, il propose une technique qui s'appelle le squeezing. Donc, je pense que je t'ai envoyé une Alors, photo qui ouais, s'appelle Squeezing Ellipse Theory. ok. Alors, le temps que j'aille chercher la vidéo, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les fluctuations quantiques du vide? Parce que ça, on l'a pas expliqué. Alors, je suis pas sûre de pouvoir expliquer. Donc En, en fait, bon, le vide, en fait, on démontre par la mécanique quantique que le vide, c'est pas. Enfin, il n'y a pas un niveau à une énergie zéro. Il y a une énergie du vide qui existe. Et ça veut dire qu'en fait, si tu regardes si on fait un diagramme phase, amplitude, t'as pas un point à zéro. Bon, là, par exemple, ce diagramme-là, donc, par exemple, sur l'ordonnée, c'est la phase, la vitesse, par exemple, et sur l'abscisse, c'est l'amplitude. Le vide, ce serait au point zéro. Et en fait, c'est pour dire que le vide, en fait, il n'est pas à zéro. On a un cercle autour de ce centre-là. Donc là, en fait, c'est une représentation de la lumière classique, donc pas de vide, hein, de la lumière. Et ce cercle-là, en fait, c'est pour représenter l'incertitude d'Heisenberg. Donc c'est une d'accord. incertitude multiplicative, c'est-à-dire que l'incertitude sur la phase, enfin l'incertitude sur l'amplitude, ne peut pas être plus petite qu'un certain nombre. Donc Ok. c'est important l'incertitude multiplicative, c'est important de dire la limite multiplicative. Parce qu'ensuite, à côté, donc en fait, le squeezing, c'est quoi? Le principe, c'est de ce cercle-là, on va le compresser. Et du coup, vu que c'est une limite multiplicative, on reste toujours dans le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et là, en fait, on réduit l'incertitude sur, par exemple, la phase et on augmente l'incertitude sur l'amplitude. Donc, du coup, la multiplication de ces incertitudes, ça sera toujours inférieur, enfin, ça sera toujours, respecte toujours le principe d'Heisenberg. En fait, Donc, ça, c'est... le principe, c'est il y a deux quantités. Il y a deux quantités qu'on peut mesurer, mais on ne peut pas mesurer aussi précisément l'une que l'autre. Et Oui, en même... plus on mesure précisément l'une, et moins on mesure précisément l'autre. Et du coup, le squeezing, ça va être de dire, eh ben moi, je décide de mesurer méga précisément celle qui m'intéresse, quitte à avoir une énorme incertitude sur l'autre.
c'est ça? Ça, c'est en fait, on va créer ce type de lumière, en fait. D'accord. C'est D'accord, pas donc nous qui allons ah, mesurer, c'est tu ce vas type cré de tu vas oui, on créer va la lumière avec avec une précision très forte sur l'un des paramètres, celui qui t'intéresse, quitte à avoir une grande imprécision sur l'autre paramètre qui, du coup, t'intéressera moins. et en fait, plus précisément, on va créer du vide squeezé, en fait, on appelle ça. La C'est en vache! fait, on a un boost vide squeezé à l'endroit où le vide, les fluctuations du vide dégradent la précision du détecteur. Donc, en fait, c'est cette table optique-là, en fait, on crée avec. Donc, c'est de l'optique non linéaire, c'est assez compliqué, mais c'est beaucoup de calculs de mécanique quantique. Mais donc, du coup, oui, on est capable de réduire ce bruit quantique. Et pourquoi ça gêne pas, en fait, d'augmenter parce qu'en fait, quand je parlais de pression de radiation, en fait, ça provient de l'incertitude sur l'amplitude et le shot noise, ça provient de l'incertitude sur la phase. Du coup, ça veut dire que quand on fait ce genre de technique squeezing, ça veut dire qu'on réduit le shot noise, mais on augmente la pression de radiation. Et actuellement, c'était pas un problème parce qu'en fait, les bruits techniques étaient plus forts dans la bande de fréquence. J'avais précisé que la pression de radiation, c'est dans les basses fréquences. Le shot noise, c'était dans les hautes fréquences. Du coup, c'était pas un problème en fait de réduire le shot noise parce que du coup, dans les hautes fréquences, c'était bon. Et dans les basses fréquences, bah, en fait, la pression de radiation, c'était pas ça qui dominait. Donc, c'était pas trop grave d'augmenter Puisque ce bruit-là. le reste des bruits, sismiques et cetera était plus important que celui-là et donc tu pouvais te permettre effectivement d'augmenter l'imprécision dans cette partie-là, vu que de toute façon le reste rendait de toute façon tout flou le système. Voilà. D'accord. C'était ça. Donc ça, c'est une technique qui a été mise, qui a été appliquée pour la récente phase d'observation. Je crois que j'ai un diagramme sur les phases d'observation. Oui, alors on a Euh, d'abord le premier qui est celui-là. Tiens, tu peux nous expliquer ce que c'est que ces jolis dessins, c'est ça? ça, c'est non, ça c'est autre Non, c'est chose. pas Ça ça? c'est Ah alors attends, je sais pas ce que alors, alors je vais dire peut-être le nom. c'est. C'est les phases d'observation. Je pense, je sais plus ce que j'ai mis. Heu, alors Euh, dis-moi lequel est-ce que tu. planning upgrades observation. OK, c'est celui-là. Voilà. Donc en fait, les instruments, donc qu'ils ont plusieurs phases. Donc il y a la phase qui s'appelle le commissioning. Donc pendant un an à peu près, on arrête tout, on n'observe pas le ciel, on fait toutes les modifications qu'il faut pour atteindre l'objectif fixé. Les objectifs, c'est jusqu'où on peut détecter, jusqu'à quelle distance dans l'univers peut-on détecter les ondes gravitationnelles. Et après, pendant un an à peu près, on est en phase d'observation, on arrête tout, on ne va pas venir faire des réglages sur le miroir et on observe le ciel pendant un an. Donc la première observation, donc ça s'appelle ça O1, O2, O3. Donc O1, c'était grâce à cette observation-là qu'on a détecté on a eu la toute première détection d'ondes gravitationnelles. Donc c'était en septembre 2015. Ensuite, durant O2, ça s'est fini en 2017 à peu près. Donc là, il y avait Virgo qui est entré en jeu. Donc ça faisait 3 interféromètres qui observaient le ciel. Et c'était grâce à cet événement, quand j'ai parlé de l'événement multimessager, c'était grâce au fait que Virgo observait, donc ça faisait 3 détecteurs, donc ça réduisait dans le ciel où on pouvait, ça réduisait ça a augmenté la précision de le ciel pour l'origine de l'événement. Et ensuite, là, au 3, on était en période d'observation. Ça a commencé le 1er avril 2019 et ça s'est fini un peu prématurément à cause du Covid vers le 27 mars 2020. Et Et là, on a encore plus de détecteurs qui fonctionnent ensemble. donc là, non, on n'était que 3, mais ils ont augmenté leur précision. Donc on était toujours que LIGO et Virgo. Normalement, en fait, il y a un détecteur au Japon qui s'appelle Kagra. Cagra. Il est censé nous rejoindre vers la fin vers la fin d'observation O3, donc vers mars 2000, c'était le 1er avril 2020, la fin. Mais en fait, ça pas il était en marche, mais il n'a pas atteint l'objectif qui s'était fixé. Mais après la fin officielle, ils ont réussi à le faire marcher. Donc pour le prochain, Kagra sera là. On aura 4 détecteurs, donc ça sera encore beaucoup plus précis pour l'origine de l'onde gravitationnelle. Et du coup, je digressais, mais pour O3,
Donc LIGO et Virgo, les 3 interféromètres, ils ont appliqué cette technique de squeezing pour réduire le bruit quantique. Ça a permis, donc pour LIGO, ça a permis d'observer des événements 15% plus loin, et à peu près, je crois que ça a augmenté à 50% d'événements observés en plus. Parce que ce qu'il faut savoir, donc au 1, c'était un événement, donc une fusion de trous noirs. Au 2, je crois que c'était une dizaine, je ne sais plus, c'est 11, 10 trous noirs et une étoile à neutrons. Et à O3, toutes les semaines, on avait un événement. Donc, toutes les semaines, il y avait une détection. C'était public d'ailleurs, on pouvait consulter sur une page internet. Donc, toutes les semaines, on avait un événement, des fois 2 événements par semaine. Donc, d'alerte, parce que du coup, il faut faire un post-traitement pour dire vraiment confirmer que c'était une détection. Et du coup, ils ont sorti là récemment un catalogue, je crois que c'était 39 détections pour O3. Mais après, ils en ont encore beaucoup, mais il faut qu'ils travaillent dessus. D'accord. Et donc, Donc, le squeezing marche, et c'est ce qui a permis encore d'augmenter encore plus la précision des interféromètres. d'accord. On a Marty Watch qui est en train de regarder la fin de ton graphique et qui dit waouh, les campagnes d'observation O4 et O5 vont être des périodes incroyablement riches. Oui, et bon, ils ont décidé, là que ça c'est pas un jour, mais ils ont décidé à cause du Covid de reculer un peu. Donc je crois que c'est juin 2022 en fait pour O4 qui va commencer. Et en fait, ils pensent déjà à la suite parce qu'ils se disent après, maintenant, on va augmenter encore plus loin la sensibilité, mais après un moment, on va pas pouvoir détecter des choses plus intéressantes. Donc en fait, ils sont déjà en train de construire d'autres projets. Donc il y a Einstein Telescope et Cosmic Explorer. Einstein Telescope, je connais un peu plus, c'est le projet européen. Donc ça sera un interféromètre sous-sol. Alors je ne saurais pas dire quelle profondeur, mais ça sera beaucoup de travail, et ça sera encore une collaboration européenne. Ça sera un interféromètre, mais en xylophone. Enfin, je crois que c'est 3 interféromètres imbriqués. Du coup, sous-sol, du coup, ça va réduire les bruits sismiques. C'est pour détecter beaucoup plus d'événements différents. Nous, par exemple, on n'a jamais détecté d'ondes gravitationnelles qui proviennent de supernovas. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore réussi à détecter. Donc, c'est pour ça qu'il y a Einstein Telescope, il y a LISA qui va Attends, détecter des événements. Oui. je suis en train de te mettre Ça, c'est Einstein Telescope. Ouais. l'Einstein Telescope. Alors évidemment, je le fais un peu en live, hein, désolé. C'est voilà, Oh, hop, voilà. Du coup, là, en fait, ça ressemble un petit peu au LHC, au CERN. C'est-à-dire que là, oui, on creuse sous la Terre et on retrouve les 2 grands bras de laser, sauf que cette fois-ci, on fait un triangle. Donc c'est comme si on avait 3 interféromètres imbriqués les uns avec les autres. oui, c'est ça. C'était un interféromètre imbriqué. En plus, ils vont faire la cryogénie. Et ça, par exemple, au Japon, eux, leur interféromètre aussi est cryogénisé. Donc, Ça veut dire quoi, cryogéniser? c'est-à-dire qu'ils vont être en très, très, très basse température. Je pense que Ok. Et ça améliore encore la sensibilité de pense détection? que ça réduit le bruit thermique, des choses comme ça. Je ne vais pas trop dire de bêtises. D'accord. Mais du coup, voilà, du sous-sol. Ils choisissent un peu pour l'instant, la discussion, c'est choisir quel site ils vont. Je crois qu'il y a un site en Sardaigne, un site qui est frontalier avec les Pays-Bas, vers là. Et le troisième site, je ne m'en souviens plus, mais donc ça commence beaucoup à parler d'Einstein Telescope. Et il y a je, LISA, évidemment. je, je, je vais juste, avant qu'on parle de Lisa, revenir sur une question donc de Max Astro qui nous demandait, quand on montrait le planning ici, qui demandait MPC, ce que ça voulait dire, puisque tout Ah, était... mégaparsec. Donc en fait, c'est ça, en fait, les objectifs, comment on les fixe, en fait, c'est comme une figure de mérite, ou c'est une figure de mérite, pour dire la distance à laquelle on va pouvoir détecter. Je pense que ça, c'est une figure de mérite pour pouvoir détecter une fusion de binaires d'étoiles à neutrons, en fait. C'est ça, Donc pour dire, voilà notre objectif. Et en fait, ça se mesure en fait avec les courbes de sensibilité, choses comme ça. Donc mégaparsec, c'est effectivement bien une unité astronomique. En gros, un parsec, c'est un peu plus de 3 années-lumière. Un mégaparsec, c'est 1 million de parsecs. Donc un seul mégaparsec, ça fait déjà 3 millions d'années-lumière, c'est-à-dire la distance entre nous et la galaxie d'Andromède.
Et donc là, on veut observer des trous noirs qui peuvent fusionner à 100 mégaparsecs, puis 150, 200, 300 mégaparsecs. Donc on atteint rapidement le milliard d'années-lumière en termes de distance. Voilà. Et par exemple, pour Kagra, leur objectif, c'était 1 kiloparsec. Ils l'ont atteint après la fin, mais c'était ça l'objectif pour dire que ça marchait. D'accord. Juste pour revenir là-dessus, on parle de différents détecteurs, LIGO, Vigo, Virgo, Kagra, LIGO LIGO India. India. Du coup, on avait une petite carte. Ça peut être sympa aussi Oui. de voir où est-ce que ça se passe, tout ça. On avait... Alors, c'était où? Je crois que c'était... Non, c'était pas ça, pardon, excusez-moi. Oui, C'était pour la ça, voilà. Sardaigne, la question, c'est pour Einstein Telescope. C'est un des sites, un des 3 sites où on pourrait construire Einstein Telescope. Oui, voilà, donc ça, c'est la carte des détecteurs. Et ce qui est important, c'est que du coup, ils sont localisés dans différents endroits. Et du coup, la lumière, les ondes gravitationnelles vont pas arriver exactement au même moment sur chaque détecteur. C'est pour ça qu'on arrive à faire la triangulation et retrouver dans le ciel d'où proviennent ces ondes gravitationnelles. Donc, plus on a des détecteurs et plus on augmente cette précision de localisation. Et c'est très important, du coup, parce que grâce à ça, on a pu avoir ce magnifique événement multimessager avec les gamma-rays, les observateurs. D'accord, ce dont on parlait tout à l'heure. Tu Oui. disais donc que l'amélioration de la sensibilité des détecteurs grâce entre autres aux techniques que tu utilises, donc le squeezing, donc insérer dans le détecteur un vide dont les propriétés sont contrôlées par vous et pas par la nature. Ça permet donc d'augmenter la sensibilité du détecteur, donc d'augmenter le nombre de détections. Et tu m'avais donné 2 images qui montraient l'augmentation du nombre de fusions d'objets, donc trous noirs, étoiles à neutrons, sur les différentes campagnes d'observation. Je te propose juste qu'on y jette un petit coup d'œil pour montrer vraiment à quel point ça a amélioré les choses. On a d'abord celui-ci. Qu'est-ce que c'est que ces petits dessins avec ces boules bleues, Alors en jaunes? fait, quand on fusionne, donc deux trous noirs par exemple qui fusionnent, ils ont des masses en quantité en masse solaire. Donc c'est la masse par rapport au Soleil. Donc par exemple 30 masses solaires pour un trou noir, l'autre il fait 32. Ils fusionnent ensemble et ils font un trou noir beaucoup plus Gros. gros. Et en fait, pour se rendre compte qu'il y a de l'énergie perdue en ondes gravitationnelles, en fait, par exemple, 30 plus 32, en fait, ça faisait pas 62, ça faisait un peu moins. Et en fait, l'énergie perdue, c'est l'énergie par les ondes gravitationnelles. Donc, les petites boules bleues, c'est les progéniteurs, non, c'est ça, les trous noirs. Les trous noirs qui étaient en train de fusionner? Et la grosse boule, au final, c'est le trou noir final après la fusion. Et donc, à gauche, c'est l'échelle en masse solaire, donc le nombre de fois de la masse du Soleil. Et les boules bleues, c'est celle par LIGO Virgo. Donc, ça, c'était avec la compagne d'observation, la première et la deuxième, donc O1 et O2. Et la toute petite en bas, en orange, les boules en orange, c'est la toute première détection d'étoiles à neutrons par les détecteurs d'ondes gravitationnelles. De fusion Donc, d'étoiles à neutrons. par la fusion d'étoiles à neutrons. Donc, on peut voir que, en fait, oui, les étoiles à neutrons sont moins massifs que celles que des trous noirs. Donc en fait, chaque triplet de boules Oui, correspond à une fusion ouais, de trous noirs. Donc les 2 boules les plus basses, c'est les trous noirs avant fusion, et la boule supérieure, c'est le trou noir après fusion. oui. D'accord. Donc ça, c'était pour les campagnes O1 et O2, une Ok. fusion d'étoiles à neutrons et une dizaine de fusions de trous noirs. 5, 9, 10, voilà. 10. 10. Et puis ensuite, on passe à O3, on fait la technique de squeezing, on améliore la sensibilité des détecteurs, et là on passe à ça. Et là, c'est nettement plus impressionnant. Et il y a eu aussi plein d'événements qui sortaient un peu de ce qu'on espérait. Donc ça, c'est ce qu'on aime avoir. Il y a eu des fusions ils disaient de trous noirs asymétriques. Donc ça veut dire que les deux avaient des masses très différentes. Il y avait un trou noir, là, celui qui arrivait 160, je pense que c'est un trou noir supermassif, ou peut-être pas. Peut-être un trou noir Un de trou noir taille intermédiaire. Ouais. intermédiaire, pardon. Et en fait, il y avait je pense que c'est les trous noirs
progéniteurs et il y en avait un qui était dans un mass gap, je crois. Ou peut-être, pardon, c'est peut-être le trou noir intermédiaire qui est dans un mass gap, c'est-à-dire dans là où on s'attend à ne pas avoir de trou noir. Donc il y a plein de petites choses qui sont arrivées durant cette campagne-là que Qu'on n'avait pas bah, prévu. on n'a pas prévu et du coup on se sent très content. Oui, parce que rappelons effectivement que pour les trous noirs, on a l'habitude, parce qu'on n'a pas attendu les ondes gravitationnelles pour les détecter, on a l'habitude d'observer des quantités de trous noirs de 3 masses solaires, 5 masses solaires, 10 masses solaires. Ça c'est facile, il y en a plein partout dans la galaxie. À l'inverse, on a aussi ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Ça, c'est un seul gros géant trou noir qui se trouve au centre des galaxies, mais qui fait des millions, voire des milliards de masses solaires. Mais entre des trous noirs de 10 masses solaires et des trous noirs de 1 million de masses solaires, eh ben, on n'a jamais détecté de trou noir avec une masse intermédiaire. Et c'est là où c'est assez fou, parce qu'effectivement, le trou noir du milieu, là, qui a été formé, c'est un trou noir qui fait 160 masses solaires et qui est pile poil dans l'intervalle vide dans lequel nous, on n'a jamais observé de trou noir de cette masse. Donc c'est assez fascinant quand même. Là on vient vraiment de voir une licorne, hein, quasiment. On se dit peut-être que les trous noirs intermédiaires, en fait, ils fusionnent ensemble et c'est comme ça qu'ils forment des trous noirs supermassifs où il y a plein de théories qui arrivent. Je vois une question par rapport donc la contrepartie électromagnétique, comme on l'avait dit. En fait, c'est le fait de aussi détecter tout le spectre électromagnétique. Il y avait il y en avait je crois, il y a une suspicion où c'est en train d'être étudié, mais en fait, finalement, en fait, c'était assez exceptionnel, en fait, cet événement qu'on a détecté en O2, avec à la fois l'onde gravitationnelle, à la fois tout le spectre électromagnétique. Mais il y en avait un, je sais qu'ils sont en train de l'étudier, mais on n'a pas tant que ça, en fait, finalement, de cet événement un peu exceptionnel. D'accord. Donc justement, c'est Marty Watch qui demandait s'il y avait eu d'autres événements où on avait détecté en même temps des ondes gravitationnelles et de la lumière. Donc a priori, il y en a un pour l'instant, parce que c'est compliqué de mettre tout le monde sur le pied d'urgence quand ça arrive. General Lee qui nous dit: je pensais que la fusion de deux trous noirs était exceptionnelle. Eh bien non, je pensais pas que c'était si fréquent. Donc effectivement, tu nous dis que à la prochaine campagne d'observation, on en trouvera encore plus et encore plus souvent, hein. Normalement, oui, si l'objectif est de détecter encore beaucoup plus loin, donc on va encore scanner un espace du ciel encore beaucoup plus grand. Il va y avoir peut-être d'autres événements, peut-être on croise les doigts pour les supernovas. Et donc oui, on va peut-être en avoir, parce que là, on est quand même passé de 10 trous noirs en une campagne d'observation. À l'autre, on est passé à presque, je crois que c'était 60 candidats. C'était un par semaine. Donc c'était. C'est énorme. Oui. On a justement INS qui nous demande, là on voit que donc les événements en bleu, ce sont les trous noirs détectés par LIGO et Virgo. En bas en jaune, ce sont les fusions, pas de trous noirs, mais d'étoiles à neutrons. Et donc INS demande si tu peux revenir sur l'explication de ce que veut dire EM Black Holes, donc les parties violettes. Alors en fait, les violettes et même les jaunes, en fait, c'est pas détecté par les ondes additionnelles. Je pense que c'est électromagnétique, black holes et electromagnetic neutron stars, donc c'est détecté par. C'est-à-dire des trous noirs détectés simplement par la lumière que leur environnement émet. Ce qu'on fait Oui, classiquement pour détecter les trous noirs. voilà. Donc en fait, en orange, c'est seulement en orange les fusions d'étoiles à neutrons qu'on a détectées avec les détecteurs. Donc il n'y en a pas tant que ça finalement. D'accord. Peut-être ceux qui sont publiés. Il faudrait voir. Mais il n'y en avait pas tant que ça en fait d'étoiles à neutrons, de fusions d'étoiles à neutrons dans les alertes qu'on recevait un peu toutes les semaines. D'accord. Et on a une question donc on parlait tout à l'heure des trous noirs supermassifs. Et donc une question qui est justement notre trou noir, celui qui est au centre de la Voie lactée, combien est-ce qu'il fait de masse solaire? J'en ai aucune idée. Je sais que c'est beaucoup. Alors, J'en ai aucune je, idée. je peux répondre à cette question, c'est 4 millions de masses solaires. D'accord. Voilà, donc là on n'est pas du tout sur des trous noirs ah oui tiens d'ailleurs c'est intéressant ça. On est d'accord que tous les trous noirs qui sont là étudiés par LIGO et Virgo, ce sont pas du tout des trous noirs supermassifs qui sont au cœur des galaxies. Ce sont des trous noirs beaucoup plus petits, hein, qui font entre 10 et 100 masses solaires.
Donc ça n'a rien à voir avec ces gros trous noirs supermassifs. Est-ce qu'on peut envisager un jour qu'on puisse détecter avec de futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles aussi des fusions de trous noirs supermassifs? Alors on va descendre l'étape en dessous. En fait, pour LISA, l'objectif c'était de détecter des trous noirs intermédiaires. Parce que du coup, en fait, on réduit les bruits sismiques et en fait, les ondes qui sont produites par ces trous noirs intermédiaires sont en plus basse fréquence, donc en dessous de 0,1 Hz, 10-6 Hz. Après, supermassif, je ne pense pas que LISA puisse détecter. Euh, c'est encore une autre bande de fréquences à atteindre. Mais D'accord. voilà à quoi servent, à quoi sert de vouloir construire d'autres instruments. C'est pas pour vouloir dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a quand même des sérieuses raisons parce qu'on est vraiment limité et avec ces détecteurs, les détecteurs actuels, on ne pourra pas aller enfin, on va être à la limite bientôt, après O5, on va être à la limite. C'est pour ça qu'on réfléchit à Einstein Telescope. LISA, ça sera lancé en 2035, donc on a encore un peu de temps. Hein. Justement, avant de terminer, enfin avant de parler de LISA, une question de image numérique qui dit est-ce qu'on peut détecter des fusions entre un trou noir et des étoiles massives? Alors, si je ne me trompe pas, il y a eu un événement bizarre et on pense que c'était peut-être un trou noir et une étoile à neutrons qui ont fusionné ensemble. Il y a eu plusieurs scénarios. Donc, D'accord. c'est possible. C'est dans les événements bizarres qu'on a eu en O3. Je pense que ça, c'est public parce que des fois, il faut faire attention à ce Oui, que ça on avait dit. été public. Ça, c'est On n'avait jamais eu pour l'instant le fin mot de l'histoire, mais effectivement, il y a une détection d'ondes gravitationnelles qui était tellement bizarre que l'une des explications envisagées était qu'on avait une fusion entre un trou noir et une étoile à neutrons. Mais du coup, on n'a parce que pas eu la réponse. voilà, c'était parce que sinon, ça aurait été le plus petit trou noir ou le plus Ouais, gros étoile à neutrons possible. Voilà, il y avait des scénarios, mais je n'ai pas vu passer la fin de l'histoire, mais je pense pas que ça soit encore sorti. d'accord. C'est Euh, possible. c'est possible. Donc c'est possible. Et P. Borel qui nous dit est-ce qu'on pourrait détecter les ondes gravitationnelles émises au moment du Big Bang? Alors moi, j'ai entendu parler des trous noirs primordiaux. Donc, c'est les trous noirs qui ont été, je pense, c'est vers cette période-là. Enfin, je suis pas très forte en cosmologie, et donc je pense qu'il y a des recherches qui sont là pour détecter les ondes gravitationnelles provenant des trous noirs primordiaux. Alors, je suis pas sûre, j'ai pas dire de bêtises. Y en a aussi sur justement des ondes gravitationnelles qui auraient été émises directement dans les instants primordiaux de l'univers et qui se propageraient encore, mais qui sont pas du tout dans le domaine, dans la gamme de fréquences, de vibrations, parce que toutes ces ondes, ce sont des vibrations. C'est pas du tout dans la gamme qui peut être observée en tout cas par Virgo et LIGO. Et justement, tiens, alors on va quand même regarder un petit peu parce que c'était ça, donc c'est aussi quelque chose sur lequel tu as travaillé. Certaines personnes dans le chat ont dit plusieurs fois ce soir, mais du coup, s'il y a tellement de vibrations gênantes sur Terre, pourquoi ne pas aller poser nos instruments dans l'espace? Au moins là, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de camion qui roule à côté, il n'y a pas de tremblement de terre. Est-ce que c'est possible ça? Et du coup, donc ça, c'est le projet LISA. Donc, il y a 3 satellites qui vont être en formation triangle équilatérale. Entre chaque bras, il y aura 2,5 millions de kilomètres. Donc, chaque satellite va envoyer de l'autre côté, donc envoyer 2 bras vers l'autre satellite, et reçoit aussi des autres satellites, un faisceau laser. En fait, ça fait, je sais plus, 6 bras, 3 Michelson, je sais plus, faut que je recompte. Il y a plusieurs Michelson en fait dans ces satellites-là. Et, du coup, 2,5 millions de kilomètres, ça facilite encore plus notre détection de cette quantité H, la déformation relative. Mais c'est extrêmement compliqué de faire tenir ces 3 satellites à la bonne distance. Et à la bonne distance, il faut que, enfin à 2,5 millions, il faut que le laser rentre dans le satellite. Enfin, il y a des études de pointage, des erreurs d'angle, de jitter, ils appellent ça. Mais en fait, ils ont fait un projet avant ça, ça s'appelle LISA Pathfinder.
et ils avaient des attentes en termes de sensibilité. Et l'ISA Pathfinder était meilleur que ça. Donc là, ça, l'ISA Pathfinder, c'est fini. Donc ils ont envoyé un satellite dans l'espace. C'était pour montrer que ça marchait, le fait d'être je sais plus comment ça s'appelle, que le satellite soit pas en apesanteur, mais je ne sais plus le mot. Mais ils ont testé des technologies par rapport à ces trois satellites-là, et donc ça a marché. Et c'est pour ça que en fait, ce projet est lancé. C'est parce que l'ISA Pathfinder a extrêmement bien marché. Et donc c'est un projet, donc c'est large de l'ESA. L'ESA a trois types de projets, small, medium, large. Et donc ça, c'est un des projets larges de l'ESA en collaboration avec la NASA, qui est un partenaire junior. Et du coup, quand on est dans l'espace, on n'aura pas ces problèmes aux basses fréquences. Et du coup, en fait, l'ISA va détecter des objets encore notre bande de fréquences. Que pour Virgo, c'était à peu près, je pense, de 0 Hz à quelques milliers, enfin quelques kilohertz, milliers de kilohertz, mais là, ça va être plutôt 10-5 Hz, 10-6 Hz à 10-1 Hz, ça c'est notre bande de fréquence. Du coup, c'est des objets plus gros qui vont fusionner. Et aussi, on peut aussi voir, parce qu'actuellement, on détecte les ondes gravitationnelles que vers la fin, quand ils ont presque fusionné, c'est là où les ondes sont plus fortes. Mais avant, quand ils tournent juste gentiment ensemble, on appelle ça des binaires, en fait, des binaires d'étoiles à neutrons ou binaires de trous noirs qui tournent gentiment ensemble. Ça, on ne les détecte pas, les ondes gravitationnelles, mais elles ont produit ce mouvement en produit. Et donc, l'ISA va être capable de détecter un peu avant que ça fusionne et que ça fasse un gros événement cataclysmique pour donc pouvoir détecter ce genre d'événements. Et du coup, en fait, ça permet de valider plein de modèles d'ondes. Il y a beaucoup de travail sur les modèles d'ondes, des modèles, les équations, comment sont modélisées les ondes gravitationnelles et tout. On a Altasio qui te demande est-ce que ces trois satellites seront envoyés ensemble ou séparément? C'est peut-être un peu tôt. Ensemble. Ensemble, Oui, d'accord. ensemble. En fait, je crois que, bon, après, ça fait 2 ans et demi que je travaille plus mais avec eux, mais du coup, il me semble que la dernière fois, c'était plutôt en carré pour les empiler en cube, et enfin pour les empiler, et du coup, après, ils vont les lâcher. Et chacun a des propulseurs. Donc, il y a plein d'études sur les propulseurs, qu'est-ce qu'on utilise comme propulseur pour, du coup, après, ils se déploient en triangle. Et après, les propulseurs vont à chaque fois régler, corriger la position par rapport à l'autre satellite. Enfin, il y a plein de. L'espace, c'est beaucoup plus compliqué que la Terre, parce qu'une fois que c'est envoyé, on peut plus rien faire. Donc il D'accord, faut absolument, c'est pour ça que c'était important mes études de lumière diffusée, parce qu'il faut absolument que tout soit prédit. Ouais, ça sera sur un plan par rapport à la Terre, l'ISA, et donc donc en là, fait là on a en bleu c'est la Terre et le triangle c'est justement les trois satellites de l'ISA qui chacun sont sur une orbite qui permet de toujours garder la forme d'un triangle très précisément en suivant la Terre sur son orbite autour du Soleil. oui, voilà, ça c'est. C'est ce que dit Anabo, c'est comme un ballet synchronisé de laser. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Du coup, effectivement, So Random User qui dit, bah finalement, ouais, il y a beaucoup d'avantages à être dans l'espace, mais du coup beaucoup d'inconvénients aussi. C'est Et vrai que parce c'est que pas la solution idéale, parfaite, et pourquoi on l'a jamais fait jusqu'à maintenant? Bah parce que c'est loin d'être simple en fait. si les études de contamination, par exemple, si les miroirs sont il y aura des télescopes dessus. Enfin, les télescopes, c'est juste pour agrandir le faisceau. S'ils sont salis, comment on fait pour comment on fait pour les Les laver? nettoyer, en fait? Eh Parce oui. que sur Virgo, on a aussi ces problèmes de lumière diffusée, mais c'est un moindre problème, parce que du coup, on va essayer de améliorer la salle blanche où ils sont. Enfin, il y a des études qui sont faites. On va mesurer le taux de contamination et voir comment on peut améliorer ça. Mais sur l'ISA, une fois que c'est envoyé, c'est fait. D'accord. Effectivement, le pointage sur Terre, évidemment, c'est compliqué parce qu'on a plein de bruit et de mouvements. Par contre, effectivement, si on veut positionner précisément les miroirs les uns par rapport aux autres, bah, c'est facile parce qu'il suffit de marcher 1,5 km et puis d'aller régler un boulon. Là, effectivement, le pointage des satellites à des distances précises sur des fractions d'atomes, ça va être loin d'être simple. J'ai retrouvé le mot que je cherchais, c'était free falling mass.
Donc c'est Oui. ça, en fait, les satellites seront en chute libre. En Mhm. fait, ils sont en chute libre et c'est ça qu'ils voulaient tester avec, l'ESA Pathfinder. Donc cette technique le fait d'être en chute libre, comment si ça va marcher donc D'accord. ça marche bien. Donc au-dessus des attentes. Donc c'est pour ça que l'ESA, ça va être On, fait. Enfin, c'était validé en 2017, ouais, 2017. on a INS Vidéo qui propose de sortir des navettes et de partir avec un petit chiffon et un spray à vitre. Donc si jamais tu as des soucis, n'hésite pas à faire appel à lui, hein, il trouvera des solutions très très simples pour ce genre de problème. Au moins là, on pourra sortir tranquillement de chez nous, enfin, je sais pas si on peut respirer, mais Exactement. D'accord. Donc tout ça, c'est évidemment des projets qui sont pour le futur. Euh, j'ai Anabo tout à l'heure qui parlait d'un autre projet. Alors je ne sais pas si tu en avais parlé, tu en avais entendu parler. C'est justement d'utiliser ces fameuses étoiles à neutrons qui tournent sur elles-mêmes très vite. Et comme elles tournent très vite, ben, elles nous envoient des signaux pulsés avec une fréquence qui est très très précise. Et effectivement, j'avais lu aussi des projets qui visaient à écouter tous les pulsars qu'il y a autour de nous dans la galaxie. Et puis comme quand une onde gravitationnelle passe, elle va déformer l'espace, mais aussi déformer les intervalles de temps aussi. Et ben du coup, en écoutant à quel moment la fréquence de ces pulsars est légèrement déviée, on pouvait détecter, mais carrément au niveau de la galaxie entière, grâce à ces pulsars, des passages d'ondes gravitationnelles. Donc là, ce serait carrément la nature qui créerait qui nous aurait déjà placé ces fameux détecteurs d'ondes gravitationnelles naturelles, que sont les ça pulsars. ressemble un peu au travail de Hulse et Taylor, il me semble. C'est tournois qui perdent un peu dans la période Oui, bah évolutive pour du temps. Et je crois qu'il y a une base de données qui se fait. Alors, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il y a PTA, qui est aussi un détecteur qui travaille sur les ondes gravitationnelles. C'est Pulse Timing Array. Et peut-être que c'est autre chose, mais il me semble que oui, il y a des bases de données qui se font aussi, voilà, PTA, PTA, analogramme. d'accord. Donc, On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, le sujet est extrêmement vaste et effectivement, on pourrait parler de chacun pendant des heures et des heures. Mais là, je vois que ben, finalement, tu vois, on est arrivé au bout de notre heure. On a même bien dépassé, comme d'habitude. De toute façon, c'est classique. Si vous le voulez bien, je vous propose que on arrête pour aujourd'hui. Euh, En remerciant évidemment vraiment très très sincèrement Catherine Nguyen qui nous a fait le plaisir de venir donc nous parler de son travail à elle. Et puis c'est vrai que vulgariser aussi tout ce domaine, c'est un travail qui est loin d'être simple. Et, euh, et, donc je voudrais vraiment te remercier pour nous avoir apporté toutes tes lumières et puis toute ton expertise. C'est vraiment chouette. Euh, juste avant que l'on se quitte, donc comme d'habitude, vous rappelez donc que cette semaine on se retrouve mercredi, on ne se retrouvera pas vendredi. Vendredi on fait une petite pause. Ce mercredi, donc à 18h30, pareil, on se retrouve pour un médiateur atome. C'est moi qui serai aux commandes et aux manettes. Et je continuerai ce qu'on a déjà commencé à parler plusieurs fois. Donc on parlait des constellations. Et donc la dernière fois, on se posait des questions sur depuis quand est-ce que l'homme observe le ciel et imagine des constellations. Et bien justement, on en parlera un petit peu ensemble. Donc mercredi prochain, on fera de la paléoastronomie. Mercredi prochain à 18h30. Et ensuite, ce sera fini pour cette semaine. Voilà. Merci à tous d'avoir été merci avec nous beaucoup. ce soir. Merci à toutes aussi de nous suivre. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup à toi, Catherine, d'avoir été avec nous. Et bonne soirée à tous. On se retrouve très bientôt. Salut, salut. Au revoir. Merci.